Il y a un élève qui m'a demandé dans un commentaire de réexpliquer la notion de quantité de mouvement dans le chapitre de mécanique. Alors du coup, je vais la réexpliquer de façon simplifiée, histoire que tout le monde comprenne bien cette notion-là, qui est quand même très très importante. Et pour repartir donc de l'explication, donc tu vois, quantité de mouvement, il y a un mot qui est très important. Il y a peu de mots en fait, quantité de mouvement. Il y en a un sur ces trois mots que tu vois apparaître ici, un qui est très important, c'est le mot mouvement. Alors du coup, moi j'aimerais repartir de mouvement et regarder ensemble qu'est-ce qui définit un mouvement. Alors un mouvement, clairement, quand on parle de mouvement, tout de suite on a en tête la vitesse. Et puis d'emblée, je te dirais, je suis d'accord avec toi. Et puis il y a un deuxième truc aussi qu'on peut prendre en compte quand tu veux caractériser un mouvement. Alors ce deuxième truc qu'il faut prendre en compte, je vais te le faire imaginer de façon très très simple. Imagine que tu as un objet de 1 tonne à mettre en mouvement. Toi, tu vas exercer une force sur cet objet de 1 tonne et éventuellement, tu ne vas pas réussir à le mettre en mouvement. Pourquoi? Parce que sa masse est trop importante. Maintenant, si tu considères un objet de masse, je ne sais pas moi, 1 kg, 1 kg, bon bah là, 1 kg, tu le pousses, tu exerces une force sur cet objet, la même force que celle que tu avais exercée sur l'objet d'1 tonne. Et là, pour le coup, ton objet, tu lui donnes un mouvement. Donc en fait, l'objet, il est caractérisé par sa masse, et sa masse, elle a une importance quand tu veux mettre cet objet en mouvement. Donc finalement, le mouvement d'un objet, il est aussi complètement lié à la masse de cet objet. Alors j'ai un autre exemple à te donner pour que tu comprennes cette notion-là. C'est un exemple que j'utilise assez souvent. Je ne sais pas s'il est pertinent, mais en tout cas, en général, quand je l'utilise, on me dit ok, ouais, j'ai compris. Donc je te donne l'exemple. Tu prends un semi-remorque qui est lancé à 50 km/h, ok, donc il pèse plusieurs dizaines de tonnes. Ce semi-remorque lancé à 50 km/h, tu vas le comparer à une Twingo, 1 tonne, mettons, peut-être même moins, qui est aussi lancée à 50 km/h. Donc tu vois, la vitesse est la même, mais clairement la masse des deux objets n'est pas la même. Donc ces deux objets ne transportent pas la même énergie. Et tu vois, cette énergie, elle est liée au mouvement, et du coup, tu conçois bien que le mouvement de ton système, il est directement connecté à la masse de ton système, ok? Le semi-remorque, plusieurs dizaines de tonnes, la Twingo, allez, environ 1 tonne, d'accord? Et pour modifier le mouvement de ce système, les forces que tu devras appliquer sur ce système ne seront pas du tout les mêmes, suivant que tu veux modifier le mouvement du semi-remorque ou que tu veux modifier le mouvement de la Twingo, ok? Donc en fait, la masse du système, elle est complètement liée à la façon dont tu vas pouvoir modifier le mouvement d'un système en lui appliquant des forces. D'accord? Donc le mouvement, finalement, quand on pense mouvement, on pense vitesse, mais il faudrait aussi penser masse. Donc masse plus vitesse. Du coup, alors vitesse aussi, vitesse, petite parenthèse sur la vitesse, c'est vrai que habituellement, les élèves, quand on leur fait passer les années de collège puis au début du lycée, on ne vous fait travailler avec la vitesse qu'en termes de valeur. On vous dit calcule la vitesse moyenne, vitesse égale distance divisée par durée. Et puis tous les élèves ont ça en tête, distance divisée par durée, distance divisée par durée. Vous faites toujours distance divisée par durée. Bon, ça c'est la première approche de ce qu'est une vitesse. Mais après, dès qu'on commence à faire de la cinématique, on comprend que quand on a une trajectoire comme ça, en fait, ce qui caractérise véritablement le mouvement, c'est le vecteur vitesse. Tu vois, le vecteur vitesse, parce que le vecteur vitesse, il donne aussi une orientation à ton mouvement. Il donne un sens, il donne une direction, il donne une trajectoire. Donc en fait, quand on parle de vitesse, on parle bien de vecteur vitesse. D'accord? Donc la vitesse, c'est un vecteur, ok? Et la masse, du coup, la masse, clairement, c'est une valeur, petit m. Alors du coup, tu vois, tu as ces deux paramètres, vitesse et masse. Et en physique, on décide de les connecter ensemble pour caractériser le mouvement. Et on produit du coup un paramètre qu'on appelle la quantité de mouvement. Quantité de mouvement. Et ce paramètre quantité de mouvement, en fait, il va être directement connecté à la vitesse, le vecteur vitesse, et à la masse du système. Donc le paramètre, on l'appelle petit p. Pourquoi on l'appelle p, je ne sais pas. Pourquoi on le note petit p, je ne sais pas. Ça désigne peut-être l'initiale d'un mot, mais ça, je ne peux pas te dire, je ne suis pas au courant. En tout cas, cette quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. C'est le produit de la masse par le vecteur vitesse. Donc comme on fait intervenir le vecteur vitesse, du coup petit p c'est un vecteur, le vecteur quantité de mouvement. Et alors l'histoire ne s'arrête pas là, parce que du coup on va connecter la quantité de mouvement à la deuxième loi Newton. Et c'est pour ça que le commentaire de l'élève,
C'était une question très pertinente, mais j'ai souri parce que, donc si tu regardes cette vidéo, tu vas te reconnaître, tu m'as dit, mon prof m'en a jamais parlé. Alors, je m'adresse à tous les élèves qui regardent cette vidéo, si votre prof ne vous a jamais parlé de la quantité de mouvement, il se moque de vous. Il se moque de vous, ou bien il y a un truc, il y a un cours qui s'est mal passé, il s'est passé quelque chose en tout cas. Parce qu'un prof de physique ne peut pas passer à côté de cette notion de quantité de mouvement. Pour une raison très simple, c'est que tu as cette deuxième loi de Newton dont tu entends parler constamment en mécanique, deuxième loi de Newton. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos qu'on l'appelle aussi principe fondamental de la dynamique. Donc tu vois, c'est pas comme si c'était un petit principe à 2 francs 6 sous, tu vois. Principe fondamental de la dynamique. Il y a un E, je sais pas, de la dynamique. Et ce principe, il te dit quoi? Il te dit la chose suivante, je vais te le réexpliciter ici. Il te dit que tu peux faire varier la quantité de mouvement d'un système. Donc une variation d'un point de vue mathématique, c'est une dérivée, c'est un nombre dérivé. Tu peux faire varier, c'est une dérivée sur des échelles infinitésimales. Okay, en l'occurrence ici des échelles de temps infinitésimales, des instants très courts, des toutes petites variations dans des instants très courts. Pour faire varier la quantité de mouvement d'un système, c'est-à-dire pour faire varier ça là, la notion de dérivée, ça veut dire variation du mouvement, en gros. Okay, si tu dérives la quantité de mouvement, c'est que tu fais varier le mouvement, tu modifies le mouvement. La variation du mouvement d'un système, elle est égale, elle est directement liée aux forces extérieures que tu appliques sur ce système. Voilà comment moi je retiens cette deuxième loi de Newton, voilà comment je l'explicite dans ma tête pour la concrétiser en fait à quelque chose de vraiment très palpable. Je te le répète pour que tu vois bien en fait l'égalité d'où elle sort. Cette égalité que je viens de t'écrire qui constitue vraiment le principe fondamental de la dynamique qui fait apparaître la quantité de mouvement. Donc c'est-à-dire on ne peut pas passer à côté. Tu vois, un prof ne peut pas ne pas parler de la quantité de mouvement. C'est juste, s'il ne l'a pas fait, il y a un gros problème. Il faut lui poser la question. Et je pense savoir pourquoi il ne l'a pas fait, parce qu'il y a des profs qui écrivent cette relation-là de façon simplifiée, mais du coup ils l'appellent deuxième loi de Newton, c'est pas la deuxième loi de Newton, c'est une expression simplifiée. Mais je vais y venir. Je réexplique, donc dp sur dt, ce que tu vois écrit tel quel, ça veut dire dérivé de la quantité de mouvement, suis bien le point rouge, par rapport au temps. Je dérive la quantité de mouvement par rapport au temps. C'est-à-dire je fais varier, je modifie le mouvement du système. Et pour modifier le mouvement du système, j'applique des forces extérieures. Okay, la variation elle est directement liée à l'application de forces extérieures. C'est-à-dire quand tu as un système qui se déplace comme ça tranquillement, si tu viens taper latéralement, tu modifies son mouvement. Imagine une balle qui passe devant toi, tu donnes un coup, tu modifies la trajectoire de la balle, donc tu modifies son mouvement. Okay, c'est ça en fait que signifie appliquer des forces extérieures peut permettre de modifier le mouvement d'un système. Et donc encore une fois, dans la deuxième loi de Newton apparaît la quantité de mouvement. D'accord? Alors après, effectivement, si on s'amuse à transformer cette relation, je vais prendre une autre page. Si on écrit donc dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps égale somme des forces extérieures appliquées au système, si on s'amuse à transformer cette relation, comme je te l'ai introduit tout à l'heure, la quantité de mouvement c'est le produit de la masse par le vecteur vitesse, donc m fois v. Et donc du coup je peux remplacer dans cette relation P par m fois v. Ça veut dire que je dérive, la masse fois la vitesse par rapport au temps. Ça veut dire je dérive mv par rapport au temps. Okay, c'est une dérivée, je dérive. Donc cette dérivée elle est égale toujours à la somme des forces extérieures. Voilà, on en est là. Tu sais qu'en maths, quand tu as la formule de la dérivée de k fois u, c'est une formule que tu apprends en première. La dérivée de k fois u, si k est une constante, la dérivée c'est k fois u'. D'accord? En fait, le facteur k, du coup, il n'intervient pas et je le conserve. Bon. Alors, si tu considères ici dans cette histoire que la masse est constante, tu vois, si on se place dans le cas de figure où la masse est une constante, dans ce cas-là, dérivée m fois v, ça revient à faire m fois la dérivée de la vitesse, du vecteur vitesse. Donc en gros, la masse, tout comme je sors le coefficient k de la dérivée, tu vois, je sors le coefficient m de la dérivée. Il se retrouve
à l'extérieur, entre guillemets. Voilà. Et du coup, en fait, la dérivée de la vitesse par rapport au temps fois la masse égale somme des forces extérieures. Et dans ton cours de cinématique, on t'apprend, ça c'est autre chose encore, mais c'est quelque chose qui va avec, on t'apprend que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est le vecteur accélération. Donc tu te retrouves avec cette relation-là, et effectivement, je sais que certains profs vont plutôt avoir tendance à te dire que la deuxième loi de Newton c'est ça, mais moi ça, j'appelle ça une écriture simplifiée de la deuxième loi de Newton. Voilà comment j'appelle ça. Écriture simplifiée de la deuxième loi de Newton. Mais pour moi, la deuxième loi de Newton, son écriture de départ, elle est ici. Et elle fait clairement intervenir la quantité de mouvement. Donc c'est pour ça, je répète, pour moi c'est impossible de ne pas expliquer à un élève sur ce chapitre-là ce qu'est la quantité de mouvement. C'est juste impossible. Et c'est impossible aussi à un autre titre, c'est que cette notion de quantité de mouvement, elle est utilisée dans tous les exercices qui parlent de la conservation de la quantité de mouvement, justement, avec les systèmes isolés et pseudo-isolés. Qu'on parle du décollage d'une fusée, qu'on parle de l'exercice avec le plaquage au rugby, là je l'ai fait aussi en vidéo. Dans tout ça, on utilise clairement l'histoire de la quantité de mouvement. Donc un prof, n'importe quel prof de physique doit vous montrer cette notion de quantité de mouvement. C'est obligatoire. S'ils ne l'ont pas fait, questionnez vos profs. Parce que c'est obligatoire, ça fait partie du programme et ça permet de résoudre certains exercices. Si on n'a pas cette notion, on ne peut pas résoudre les exercices en question. Okay, donc la simplification que tu vois là, en fait, elle est liée au fait de considérer la masse comme une constante. Voilà, c'est dans le cas idéal, enfin dans le cas idéal. Dans le cas, pardon, c'est pas un cas idéal, c'est un cas général qui existe dans les exercices que nous on fait en terminale, on va dire. Les masses sont constantes. On n'est pas dans des systèmes à masse variable où on perd de la masse au fur et à mesure du mouvement. Ok? Voilà, donc tout ça pour dire que la quantité de mouvement, ça intervient dans la deuxième loi de Newton. Tout ça pour dire que c'est essentiel comme notion pour pouvoir comprendre cette relation et pour pouvoir l'utiliser. Et que tout ça pour dire aussi que la quantité de mouvement, pourquoi on fait intervenir la masse aussi bien que la vitesse? Parce que les deux ont une importance quand on veut caractériser le mouvement d'un système. Voilà ce que je pouvais t'expliquer sur la quantité de mouvement. J'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre. Je le souhaite en tout cas. Donc essaye de faire les exercices que j'ai fait par rapport à ça, notamment sur le plaquage au rugby. C'est un exo qui clairement va utiliser cette histoire de quantité de mouvement. Et je te montre exactement comment faire pour travailler avec cette notion-là. Ok? Voilà, donc travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!